Mes études, c'était il y a quelques années, mais j'ai fait une NSI à Besançon. NSI, je crois que ça s'appelle autrement maintenant. Je crois même d'une manière assez prétentieuse que ça s'appelle Polytechnique quelque chose. Mais bon, c'était pas Polytechnique, c'était une NSI. J'ai commencé à travailler chez Thomson. Ensuite, j'ai créé ma première entreprise qui s'appelait Défi. Ensuite, j'ai rejoint Evolution, qui a été racheté par IBM. Ensuite, j'ai rejoint Lotus, toujours en France, qui a été racheté par IBM. Je suis parti vivre aux États-Unis en 1994 pour la première fois, pour Lotus, justement. Et ensuite, j'ai rejoint NetVibes en 1er juillet. Ah bah tiens, c'est un anniversaire, 1er juillet 2006, il y a 5 ans. Il y a 5 ans! Mince, je vois un coup vieux là. Mes études, d'un point de vue application, en plus de ça, j'ai fait une spécialité, donc j'ai un diplôme d'ingénieur en micromécanique, spécialité matériaux. Donc j'ai fait au moins un an, si je, mais plus que ça, d'ailleurs, il ne faudrait pas que mes profs regardent ça, mais j'ai fait au moins un an sur la déchirure des plastiques et sur l'école. On peut dire que ça ne me sert à rien. D'un point de vue application de l'apprentissage, je vous ai tombé sur un très très mauvais client parce qu'on est sur un zéro absolu. Par contre, l'éducation, les maths en particulier, amènent en fait à penser différemment. Et comme on disait tout à l'heure, la technologie évolue, et avant qu'il y ait Internet, les technologies évoluaient déjà très rapidement. Si on considère que l'année zéro d'Internet c'est 1994, j'ai commencé à travailler en 86. Donc je suis donc avant Jésus-Christ, si je puis dire. Moi, je suis parti aux États-Unis en 1994 pour m'occuper d'Amipro, qui était le traitement de texte de Lotus, pour le monde. Donc c'était super. Et donc pour faire du marketing, du product marketing pour le monde aux États-Unis. Bon. Donc il a fallu apprendre l'anglais que je pensais parler, mais il a fallu l'apprendre vite, mais alors très très vite, parce que j'avais une équipe qui m'attendait. Et puis surtout, je me suis retrouvé aux États-Unis avec une équipe de 5 personnes qui en fait, eux, avaient fait des billets en marketing, etc. Donc avaient fait des études en marketing, qui se connaissaient d'un point de vue théorique, beaucoup plus que moi. Moi, j'avais une expérience qui était beaucoup plus sur le terrain, guérilla marketing, etc. Bon. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Pour rester à flot, je suis allé chez Barnes & Noble à Boston. J'ai acheté tout ce qui était sur l'étagère marketing, et véritablement, j'ai tout lu. Donc, ce qu'on essaye de faire avec NetVibes, c'est de construire des tableaux de bord, donc c'est des dashboards, surtout. D'où d'ailleurs notre tagline qui est Dashboard Everything, puisque on veut pouvoir mettre sous forme de tableau de bord tout ce qui vous intéresse, pour vous personnellement. Donc ça c'est netvibes.com, c'est la version gratuite, jusqu'à mettre tous les intérêts d'une entreprise, tous les produits, tout le service commercial, marketing, production, etc. En fait, tout ce qui est rapport dans une entreprise, que l'on puisse mettre sous forme de tableau de bord. Et l'avantage, c'est qu'un tableau de bord, c'est vivant, ça se met toujours à jour. Et ça s'appelle NetVibes pour entreprise. Donc en fait, on va du spectre de l'individu qui l'utilise gratuitement, avec les features de NetVibes basiques, jusqu'à un produit qui s'appelle NetVibes Premium Dashboard, qui en fait est fait pour les agences de publicité en particulier, mais en fait on peut gérer n'importe quelle marque, puisqu'en fait on va regrouper tout ce qui concerne la marque à un seul endroit, qui est le dashboard. Et puis ensuite, pour ceux qui veulent vraiment plusieurs dashboards, parce qu'ils ont plusieurs produits, plusieurs services, il faut NetVibes pour entreprise. Voilà. En fait, une autre façon de voir les choses, c'est qu'on rend le web concentrique, c'est-à-dire vous prenez plusieurs topics d'intérêt, et on va mettre tout ce qui concerne un topic dans ce dashboard. Et alors ça peut être assez compliqué ou ça peut être très simple. Ça peut être très simple si c'est uniquement votre vie personnelle, parce que vous allez mettre Twitter, Facebook, Gmail dans votre dashboard. C'est pour ça que cette partie-là, en fait, elle est gratuite. Mais ça peut être très compliqué
dans la mesure où, par exemple, si vous êtes une société multinationale, on va pouvoir mettre sur un produit, un de vos produits, tout ce que les gens disent à l'extérieur de ce produit, plus tout ce que la compta va vous donner comme information pour savoir le budget qui a été dépensé, les revenus qui ont été générés, comment vous vous comparez par rapport à la concurrence, etc., etc. Donc tout ça, ça peut être assez compliqué. Dashboard, en fait, on a une vision qui est la vision de la dashboard d'intelligence, c'est-à-dire que, comme je disais tout à l'heure, on a un mot que l'on veut posséder, qui est le mot dashboard. Aujourd'hui, il y a peu de gens qui font que du dashboard. Il y a certaines personnes qui font du portail d'entreprise. Il y a certaines personnes qui sont spécialisées là-dedans. Nous, ce que l'on veut, c'est véritablement faire la dashboardisation de tout. En clair, nous, on dit qu'il y a 3 métiers dans le dashboard. Il y a le métier de l'écoute, dans ce qu'on appelle le listen to everything, parce qu'il faut pouvoir tout écouter. Il y a l'apprentissage que l'on en fait, c'est-à-dire que quand vous écoutez ou quand vous lisez quelque chose sur un dashboard, il faut que vous en tiriez quelque chose. Et pour ça, pour que ça soit utilisable par d'autres personnes, il faut pouvoir le partager. Donc, c'est ce qu'on appelle le learn from everyone. Donc, il faut pouvoir taguer, mettre un sentiment sur ce que vous lisez. Ça, c'est ce qu'on appelle le smart tagging, et on le fait. Et en plus, il faut que l'on puisse, que le logiciel ait assez d'intelligence pour pouvoir vous expliquer comment est-ce que les choses évoluent, si on dit des choses positives sur vous ou des choses négatives sur vous. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'émotion. Et donc, tout cet étage-là, en fait, qui consiste à apprendre du dashboard, donc de learn from everyone, a une troisième action qui est le act in real time, en fait, qui dit que une fois que vous avez appris quelque chose de quelqu'un, il faut faire quelque chose avec ça. Donc c'est le act. Et donc là, on va avoir des alertes, on va avoir également toute la possibilité de déclencher n'importe quelle action. Le listen, learn and act, c'est la définition de l'éducation. C'est-à-dire que quand vous êtes à l'école, vous devez écouter le prof, vous devez apprendre de ce qu'il dit le prof, et puis vous devez en faire quelque chose. Netflix a toujours voulu être une société globale. Donc au départ, on a rayonné sur le monde, et puis ensuite, pour des raisons de business et de profitabilité, la société est profitable depuis Q4, donc le dernier trimestre 2009. On n'a fait qu'une levée de fonds, donc il y a plus de 5 ans. Donc on est assez proche de nos impératifs de business, des revenus et des dépenses. Donc aujourd'hui, on n'est pas très présent dans l'Asie et on essaye en fait de se développer, on se développe en Europe, essentiellement l'Europe occidentale et les États-Unis on a quelques clients qui sont en Amérique du Sud, mais c'est essentiellement en fait aux États-Unis qu'on a une présence. Et comme je vous le disais tout à l'heure, on vient d'ouvrir un bureau à New York. Donc aux États-Unis, en plus, on est en stéréo, on est maintenant sur les deux côtes. Une voiture, par exemple, ça ne se conduit pas en disant quelle est la température de l'huile ou où est-ce que je dois tourner à gauche. Mais en réalité, ce sont des jauges qui vous permettent de voir tout cela, de vous montrer uniquement les parties intéressantes de ce que vous devez voir, et c'est à vous en fait de prendre les décisions justement de faire le act in real time. Et vous ne pouvez pas en fait aujourd'hui conduire votre voiture et aller nulle part sans votre dashboard. Mais nous on pense que sur Internet vous ne pouvez pas faire quoi que ce soit, ni aller nulle part par l'intelligence que vous apporte Internet sans un dashboard. Je pense que Internet est un média qu'il faut laisser libre et il faut de toute manière le jeu du chat et de la souris. La technologie sur Internet est tellement sauvage, si je puis dire, que le temps que le régulateur se mette en place, les décisions qu'il prendra sont toujours antidiluviennes ou archaïques par rapport à l'évolution de la technologie. C'est-à-dire que en fait, le prix à payer, si vous voulez, c'est que Internet se développe extrêmement vite, et se développe extrêmement vite depuis le début de l'Internet. Donc, vous apercevez qu'aujourd'hui, il y a deux secteurs qui ont du mal à suivre, c'est l'éducation et le législatif, enfin la loi. L'éducation, c'est extrêmement difficile de trouver des écoles qui, pour nous, pour recruter des gens qui savent faire de la dashboard d'intelligence et qui vont savoir vendre tout ce que je vous dis, la seule solution pour nous, c'est d'éduquer nos commerciaux et même les gens à la technique que l'on a
sortent de l'école et ils ont une bonne formation, mais en fait, une grosse partie, c'est nous qui les formons pour notre spécificité. Donc l'éducation a du mal à suivre déjà. Alors déjà, si vous rajoutez en plus la législation, alors là on est complètement derrière. Et en plus de ça, c'est un jeu qui est un petit peu dommage parce que ça sera toujours limitatif et on vous trouverait toujours en fait des moyens de contourner cette loi. Donc je pense que c'est assez illusoire pour une fois. Ce qui n'empêche pas la loi des hommes, c'est-à-dire que le fait que tu ne voleras point, tu ne violeras point, etc. Enfin, je veux dire, c'est pas parce que vous êtes sur Internet ou que vous pouvez avoir cette liberté-là. Mais par contre, je pense que le fait de réguler Internet est une utopie. Plusieurs phénomènes en fait en France par rapport aux États-Unis. Le premier, c'est que la taille du marché est plus petite. Les Français sont moins nombreux et ils ne parlent pas anglais. Donc forcément, ils parlent une langue, donc le français, qui est quand même la deuxième langue la plus parlée après les États-Unis d'un point de vue pouvoir d'achat. C'est-à-dire qu'évidemment, il y a l'espagnol qui passe devant tout le monde, mais si vous prenez, j'avais lu cette étude il y a longtemps, si vous prenez en fait le revenu moyen par personne qui parle espagnol, en fait c'est assez en retrait par rapport aux anglophones et ensuite aux francophones. Donc de ce point de vue-là, c'est une bonne chose. Par contre, ça reste, comment dire, 60 millions de personnes, il y a quelques Canadiens et un peu d'Afrique du Nord, mais c'est trop petit pour se développer. Il y a une culture anti-échec en France qui n'existe pas aux États-Unis. En fait, aux États-Unis, le fait d'avoir échoué est une bonne chose. Quand j'étais, donc il y a encore quelques années, mais quand j'étais chez Alta Vista, c'était entre 96 et 98. Et à l'époque, j'étais vice-président du marketing d'Alta Vista, qui était le premier site du monde, quoi. Donc, à un moment donné, je suis interviewé par une société californienne et je passe l'entretien. Le boulot était magnifique, super bien payé et tout. Donc, je vais passer l'entretien. J'essaye d'être bon, et à la fin, la personne qui m'interviewe me dit vous êtes parfait et c'est mon problème. Vous êtes parfait. Et donc, je ne sais pas comment vous réagiriez en situation d'échec, et donc ça me fait peur. Et en fait, bon, alors peut-être qu'il y a eu d'autres raisons qui, poliment, il n'a pas voulu le dire, mais ce que j'en ai retenu, c'est effectivement que le fait de voir quelqu'un qui a vécu un échec, ses réactions par rapport à ça et comment il va rebondir est une excellente apprentissage sur la vie. Et ici, quelqu'un qui va échouer dans une société, surtout dans un environnement de start-up comme ici, je veux dire des gens qui ont cru et puis ça n'a pas marché et qui rebondissent vers autre chose, on leur jette pas les pierres, quoi. Je veux dire, au contraire, on va les aider, on va essayer de voir, discuter même avec elles pourquoi ça n'a pas marché, pourquoi ça marchera et ainsi de suite. Donc il n'y a pas cette culture du bannissement et du « t'es un loser ». Donc, mais il faut dire une chose, c'est que la France ne doit pas maltraiter ses entrepreneurs parce que la France est un vivier de créativité absolument incroyable. Absolument incroyable. Je suis très admiratif de mon pays pour ça. Donc, ce sont c'est un pays qui arrive à avoir cette flamme, ce démarrage, cette créativité, et on le voit dans l'équipe de NetVibe, j'ai beaucoup de gens qui sont comme ça. Je crois que tout le management d'une équipe où il y a des Français, j'invite tout le monde d'ailleurs à avoir des Français dans son équipe, mais il faut savoir en fait gérer ce vivier de créativité qui est énorme, énorme. Où est-ce que vous voyez dans 10 ans et dans quelle configuration? Sur une plage avec un pina colada, je pense.